Bonjour et bienvenue à l'émission À vous la parole, émission d'information destinée à la population des Laurentides et qui chaque mois traite d'un sujet d'intérêt public. Mon nom est Martine Laval. Aujourd'hui, nous discuterons d'éducation, un enjeu de société qu'il est temps de remettre au devant des urgentes priorités gouvernementales, une préoccupation qui mérite de provoquer de sérieuses réflexions au sein de la population, un projet de société de premier ordre. Sur le plateau, des invités qui œuvrent dans le milieu, portent la cause sur leurs épaules, la défendent et sont d'accord qu'il est grand temps d'agir pour la cause. En première partie, nous recevons Chantal Savard, mère de 3 enfants, professeure de français au Cégep de Saint-Jérôme, représentante du comité de parents de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, déléguée à la Fédération des comités de parents du Québec. Et Annie Domingue, professeure au primaire au campus primaire de Mont-Tremblant. Puis nous terminerons l'émission avec Martine Desjardins, figure emblématique de la grève étudiante de 2012, faisant obstacle à la hausse des frais de scolarité et pour laquelle ce fut, rappelons-le bien, un chapitre de notre histoire et une victoire pour la justice et l'équité. Ex-syndicaliste et femme politique au sein du Parti québécois, elle est l'actuelle présidente du Mouvement national des Québécois et Québécoises qui se porte à la défense de l'identité québécoise, de la langue et de sa culture. Et elle est chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Bonne émission! À la lecture du bilan 2015 du Centre sur la productivité et la prospérité, coécrit par Robert Gagné, Jonathan Deslauriers et Jonathan Paré, et puis de l'article de la presse qui était intitulé « L'éducation en valeur santé », certains se demandent si on a de sérieuses réserves, en fait, à savoir si l'objectif n'est pas de transformer le système d'éducation en un centre de formation au service des entreprises et aux frais de l'État. Donc, posons-nous donc la question, est-ce que le rôle d'un système d'éducation ne devrait-il pas être de donner une formation générale avant tout, c'est-à-dire de former le jugement, le raisonnement avec des cours de philosophie, d'histoire, de géographie? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, effectivement, je trouve que l'éducation doit aller tout d'abord vers une autonomie de la pensée. Okay? Déjà, d'abord et avant tout. Donc, d'avoir une vision claire, effectivement. Donc, d'avoir une vision économiste de l'éducation, c'est très inquiétant. Mm-hmm. Dans notre société actuellement, d'avoir une vision comptable de l'éducation, c'est très inquiétant. D'avoir une culture de l'employabilité de notre éducation, c'est très, très, très inquiétant. Mm-hmm. En fait, la mission de l'école dans le programme de formation de l'École québécoise, c'est, en premier lieu, c'est d'instruire, socialiser et qualifier. Donc, c'est des grands mots, dans le fond, pour dire qu'on veut faire de chaque enfant un citoyen responsable, un adulte qui va contribuer, oui, plus tard à la société, mais ça passe pas par l'économie en priorité, ça passe vraiment par répondre aux besoins de ces enfants-là pour les amener, leur donner le goût d'apprendre aussi. Donc, pour développer chez eux la passion de l'éducation, parce que c'est ça. Donc, de leur donner le goût d'apprendre, le désir d'apprendre, la volonté de comprendre, le goût de développer toutes ces connaissances-là, la curiosité d'aller plus loin. L'enfant doit être au centre de notre priorité en tant que société. Alors, ce qui est inquiétant de voir comment ça se dresse ces temps-ci, ces années-ci, en fait, les dernières années, c'est de voir justement qu'on prenne l'école finalement comme une entreprise, littéralement. C'est grave de dire ça.
Alors qu'on devrait aller plus vers une vision, une manière de voir le monde, de comprendre le monde, donner le désir d'apprendre. C'est l'attitude clé, je crois, pour développer de bons citoyens. Au niveau primaire, quel est le constat au niveau de l'école primaire qu'on peut faire quant à l'éducation? Vous, Madame Domingue, en fait, qui êtes vraiment, en fait, professeure au primaire, vous êtes vraiment bien située pour nous en parler? Le constat, dans environ les 7 dernières années, juste à ma commission scolaire, on a toujours été en contexte de compression budgétaire et ou de coupure. Donc, mais du même coup, il y a des responsabilités. Il y a de plus en plus de responsabilités qui est remise dans les mains des enseignants et des équipes écoles. Donc, on en demande plus, mais on coupe. Avec moins de moyens. Avec moins de moyens. Donc, ça peut se traduire, par exemple, avec des ratios enseignants et élèves qui peuvent être parfois dépassés parce qu'on n'a pas nécessairement le budget pour... C'est moins cher, finalement, de dépasser le ratio et de payer un supplément à l'enseignant, qui est quand même minime, que d'engager un autre enseignant et de faire diminuer la quantité d'élèves dans les classes. Ça peut se traduire aussi par un manque de services. On va avoir des élèves qui ont des difficultés. On est de plus en plus apte à découvrir assez tôt les problèmes de certains élèves, mais on n'a pas nécessairement les outils et les services nécessaires pour aider ces enfants-là. Donc, est-ce que vous diriez que l'importance de l'éducation, vu qu'on sait que l'importance de l'éducation commence quand même dès les premières années du primaire, donc, est-ce que les écoles primaires et les enseignants, donc, est-ce qu'on a les outils qu'il faut? Donc, vous me dites que, dans un sens, non, on les réduit de plus en plus. Mais est-ce que le système d'éducation est fait vraiment en fonction de l'enfant? C'est ce qu'on peut se demander, non? Moi, je pense qu'en ce moment, on est peut-être en train de passer à côté d'une occasion de remettre l'enfant au centre, juste avec le projet de loi 86, qui est un changement de gouvernance. Sans rentrer dans les détails de la gouvernance, on n'est quand même pas en train de s'appuyer sur les besoins des élèves. Quand on change la gouvernance, ça ne fait pas nécessairement une différence directement sur la persévérance scolaire de mes élèves. Ça ne vient pas nécessairement offrir un soutien à mes élèves en difficulté. Est-ce que changer la gouvernance a réellement un impact sur les enfants? Dire changer la gouvernance? Qu'est-ce que vous voulez dire? Changer la méthode, comme par exemple, là, en ce moment, nous avons les commissions scolaires et tout ça. Puis avec le projet de loi 86, on propose plutôt de mettre sur pied un conseil scolaire. Donc, on va changer un peu la méthode de gérer. De gérer, c'est ça, de la méthode de gestion. Finalement, c'est quelque chose c'est plutôt des considérations d'adultes, modifier la gestion. C'est quand même un virage à 360 degrés dans toute la gouvernance des écoles. Donc, entre autres, le projet de loi, là, encore là, il n'est pas... c'est un projet de loi. Puis, la commission parlementaire a été... C'est pas encore adopté. Non, puis la commission parlementaire, avec le récent changement de notre dernier premier ministre de l'Éducation, bien là, ça va être encore retardé, on ne le sait pas. Donc, on est un peu dans le vide. Les parents ont travaillé très fort ont été consultés en profondeur sur ce projet de loi-là. Et qu'est-ce qu'en disaient les parents, vous qui faites partie des comités de parents? Les parents demandaient à la base plus de pouvoir dans les rôles et dans les structures, dans les gouvernances des écoles. Plus de pouvoir. Plus d'avoir leur mot à dire, peut-être. Oui, c'est-à-dire à plusieurs niveaux, adopter plus souvent, adopter plus souvent qu'approuver, par exemple, etc. Donc, et le projet de loi, dans le projet de loi, il y a ça. Donc, on accorde une plus grande place aux parents et aux directions scolaires. Donc, à la base,
ça pourrait être un très bon signe pour les parents du Québec. Donc, un droit de parole plus directement aux gens concernés par la situation. Exactement. Qui sont autant concernés, finalement, les parents que les professeurs ou le corps enseignant. Mais encore là, comment ça va se définir? Oui. C'est toujours ça, hein? Donc, c'est les réformes, c'est bien beau d'en faire, mais à mon avis, il n'y a jamais de reddition de comptes à la suite d'une réforme ou en tout cas d'évaluation proprement dite ou à la limite de formation pour les enseignants avec ces réformes-là. Donc là, un virage autant à 360 degrés dans le milieu de l'éducation, c'est gros, là. C'est très, très gros. Ça implique plusieurs acteurs du milieu, voir comment ça va se dessiner. Est-ce que ça va justement valoriser l'enfant parce que je crois qu'on tend à l'oublier, là, ce petit être. Alors que c'est l'enfant qui est au cœur de toute cette Et c'est la mission éducative a l'enfant au cœur de la réussite. Et pas juste une réussite comptable, une réussite en tant que former un être, un futur citoyen avec toute une autonomie de la pensée, puis un développement de la pensée là, suffisant. Faisons le rapport entre justement parents et éducateurs, professeurs. Est-ce qu'on n'oublie pas, est-ce que les parents n'oublient pas un peu la part qu'ils ont à jouer dans l'éducation de leurs enfants sur le plan scolaire? Parce qu'on a tendance à entendre beaucoup du côté professorat, évidemment, des enseignants qui disent « Oui, mais c'est pas à moi à faire ça, vraiment. » Donc, quelle est la part, vous qui êtes encore une fois dans les comités de parents et vous qui êtes enseignante au primaire, quel est le rapport, donc, entre éducateurs et parents? Je suis avant tout mère de 3 jeunes enfants, donc, dont 2 au primaire. Donc, je porterai le chapeau de parent. Je suis nouvellement impliquée dans les structures en implication parentale. Preuve que même si on est nouveau parent, on peut s'impliquer dans nos écoles. Mais c'est ça, c'est au lieu de se tirer la balle, c'est pas à moi de faire ça, c'est à l'enseignant et vice-versa. Je trouve qu'on devrait travailler en collaboration pour la réussite de l'élève. C'est une affaire de tous. Hein. D'ailleurs, récemment, on parlait de persévérance scolaire. C'est une affaire de tous. Mais donc, le parent, l'enseignant... C'est pas seulement à l'école, mais à la maison, évidemment. Et je crois que ça commence à la base à la maison. La stimulation de l'enfant commence à la base à la maison. Et je crois qu'à 5 ans, à la maternelle, le parent ne doit pas laisser tomber. Et finalement, dire, bon, mais maintenant, j'ai fait ma part. Et même plus tôt que ça, même dans les CPE, dans les garderies. Absolument. On ne doit pas laisser tomber parce que c'est prouvé, toutes les études vont le montrer, l'engagement des parents, c'est directement relié à la réussite vous, Annie, scolaire. justement, peut-être que vous pourriez nous en parler. Vous êtes directement sur ce plan-là avec les enfants au primaire. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça? Moi, en fait, je pense que le rôle des parents, en fait, leur collaboration est primordiale. Puis leur collaboration pour aider leurs enfants, ça commence en les encourageant, c'est certain, en s'intéressant à ce qu'ils font à l'école, en demandant qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école. C'est des conversations simples qui valorisent, en fait, le fait que l'enfant va à l'école et qui permet d'aider beaucoup les enseignants. Ça va être aussi parfois de superviser les devoirs. C'est certain que le rôle du parent, la supervision va diminuer au fur et à mesure que l'enfant va progresser, et c'est ce qu'on souhaite, mais il faut quand même qu'il supervise, surtout si son enfant a certaines difficultés. Ça va être aussi de participer aux rencontres. Il y a des rencontres de parents pendant l'année. Souvent, malheureusement, plus l'enfant grandit, moins le parent vient parce qu'il a déjà entendu des conversations ou il est déjà venu le frère ou la sœur qui était déjà là. Donc, il vient, moins ça arrive. C'est certain que ça dépend de chaque année. Moi, j'ai des années où j'ai presque tous les parents de ma classe viennent, parfois même les 2 viennent, le papa et la maman. Je trouve ça merveilleux quand j'ai l'occasion de les rencontrer. Ça montre l'intérêt qu'ils ont pour la réussite de leur enfant. Puis, ça passe aussi par faire confiance aux enseignants. Tout à l'heure, on disait que les parents auraient une plus grande part dans les décisions, dans les conseils scolaires, mais en même temps, les enseignants sont formés pour intervenir auprès des enfants. Puis parfois, j'ai l'impression qu'on oublie ça puis qu'on leur fait moins confiance. Oui, c'est correct de donner son opinion, mais parfois, quand
les parents s'impliquent pour être bénévoles, c'est merveilleux, ça vient nous aider grandement. Mais quand les décisions sont prises par une majorité de parents, parce qu'il y aura peu d'enseignants dans les conseils scolaires, à moins que là, c'est pas fait. Donc, c'est encore un parent, on va prendre une petite pause et nous vous revenons dans quelques secondes. Maintenant que nous avons parlé du primaire, Madame Domingue, si on s'adressait si on allait voir un peu plus loin concernant le secondaire et nos jeunes, quel constat pourrions-nous faire? En tant que parent, je suis allée visiter le site de la commission scolaire et ce qui m'a inquiétée, je suis tombée sur toute la formation professionnelle qui n'est pas mauvaise en soi, mais ça m'a inquiétée quand j'ai vu une liste de plus de 200 métiers semi-spécialisés. Donc, j'ai compris que le ministère de l'Éducation donnait des diplômes à des formations comme, par exemple, commis dans un club vidéo, aide concierge, aide caissière. Donc, ça m'a un peu inquiétée parce que je me dis, est-ce que c'est pour contrer, je me pose des questions en fait, est-ce que c'est pour contrer le décrochage scolaire? Et là, de toute façon, on ne peut plus vraiment parler de décrochage. Là, c'est rendu un euphémisme dans notre société. On parle de persévérance scolaire. Quand même... on prend le côté positif au lieu d'aller toujours appuyer sur le côté négatif, ouais, mais nous y reviendrons. Oui, les euphémismes abondent dans notre société. Là, ce serait un autre débat, mais en tant que parent, je me pose vraiment des questions parce qu'à partir de 14-15 ans, mon enfant peut graduer, à être diplômé dans des branches de métiers semi-spécialisés. Puis là, je me dis, qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos enfants? Est-ce que j'aimerais citer peut-être ici, justement, l'économiste et chroniqueur au Journal de Montréal, Léopold Lauzon, qui se demande d'ailleurs si l'éducation est devenue une usine à fabriquer des travailleurs pour les industries. Non pas de les amener un peu plus loin sur le chemin de l'éducation scolaire. On leur dit, si tu ne réussis pas, voilà, il y a une route par là et puis ça peut servir les industries. J'ai comme l'impression qu'on recule au début 20e siècle avec cette idée de modèle industriel de l'école. Puis encore là, je ne dis pas que c'est à former les élèves pour le marché du travail. Les écoles-usines seulement. Donc, on s'en va encore écarter la formation générale, la culture générale, et on s'en va... Mais bon, encore là, il faudrait voir, là... Mais ça m'inquiète beaucoup parce que le diplôme, maintenant, la valeur du diplôme, je me questionne. Maintenant, est-ce que ça sert seulement à avoir un emploi? Vous savez, au cégep, quand les enfants, les élèves, en fait, regardent leur prospectus, leur petit dépliant de programme, sur la page couverture, il y a le salaire. Combien vous allez faire si vous rentrez dans tel programme. Alors là, encore là, quel message on envoie? Moi, quand je pose des questions, par exemple, à un cégepien, pourquoi tu étudies dans quel programme? Bien, c'est malheureux de constater qu'on se fait répondre, bien, parce que je vais avoir un emploi payant, parce que au lieu de dire, bien, ça m'intéresse ce domaine-là pour apprendre, pour développer des connaissances dans ce domaine-là, pour élever un peu mon pour aller dans ce qu'il aime et puis travailler, en fait, on encore là, la passion de l'éducation est absente. Alors donc, nos gouvernements n'ont pas de vision, on va se le dire. Là, personnellement, je trouve que la vision est complètement absente. Et le décrochage scolaire, est-ce que c'est vraiment une plaie dans notre société? Et puis, justement, est-ce que peut-être ce dont vous parlez, ces programmes ou ces fascicules qui sont préparés avec, justement, l'employabilité, le salaire qui va avec, etc., est-ce que c'est peut-être pas pour donner un petit coup de pouce au décrochage, pour tout de suite te dire, bien voilà, tu peux te dire... Sûrement. C'est pour ça que j'ai pas de jugement là, tant négatif. Ça m'inquiète parce que je me dis, est-ce que vraiment on va laisser croire aux jeunes qu'en finissant sa formation, il va avoir vraiment un travail. Encore là, il n'y a pas de sous-métier, mais ça m'inquiète. Autant de branches de formation dès secondaire 1, en fait.
Madame Demain, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet? Mais en fait, le décrochage scolaire, ça commence souvent, même au primaire. Oui, hein? Comment ça peut commencer au primaire, Bien, en fait, exemple? ça peut être des élèves qui ont un manque de motivation, qui ne voient pas nécessairement à quoi peut leur servir l'école. Parce qu'ils ont de la difficulté? Ça peut être parce qu'ils ont de grandes difficultés, mais il y en a aussi qui ont des difficultés et ça leur fait perdre la motivation, mais il y en a d'autres qui ont pas de motivation, puis ça leur fait un jour D'où le avoir rôle des des parents. Est-ce qu'on revient au rôle des parents ici? Bien, c'est certain que les parents ont un rôle à jouer là-dessus, mais pas seulement les parents. C'est le décrochage scolaire, je pense que c'est toute la société qui devrait s'y intéresser. Puis c'est certain qu'il y a des programmes qui sont mis en place pour les aider à raccrocher. Donc, c'est sûr qu'il y a des diplômes, différents diplômes qui peuvent devenir plus accessibles, mais en même temps, ça sauve beaucoup de personnes de pouvoir obtenir un diplôme. Donc, je pense entre autres à la formation professionnelle qui permet à beaucoup d'étudiants de raccrocher. Souvent, ils quittent, ils reviennent et ils obtiennent un diplôme, ils obtiennent un métier qualifié. Et puis... ça, certainement, c'est très, très bon côté. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on veut faire la promotion de ça versus l'éducation, formation générale, avancer peut-être un peu plus loin dans les études jusqu'à un certain niveau? Je pense que c'est toutes les formations qu'il faut valoriser. Il faut y aller pour que chaque personne puisse y trouver sa place. Je pense que toutes les formations sont à valoriser. Avec toutes les réformes scolaires qu'il y a eu depuis le rapport parents, où en sommes-nous exactement? Nous en sommes au 24e ministre de l'Éducation en 50 ans, depuis le début de notre système d'éducation, depuis Paul Gérin-Lajoie, d'ailleurs. Et là, d'ailleurs, avec l'annonce de cette semaine? Le 4e ministre en 2 ans. Donc comment voulez-vous qu'on... Alors, attendez, 4e ministre en 2 ans, 4e, en fait, changement de ministre dans les 4 dernières années, donc à l'intérieur d'un même mandat. Dans les 2 dernières années, à l'intérieur du même mandat. Oui. Et répétez le chiffre, 24e. 24e en 50 ans de notre système d'éducation, depuis Paul Gérin-Lajoie, en fait. Donc, c'est un changement tous les 2 ans, finalement. En moyenne, encore là, dans les 2 dernières années, on a dépassé ça. Oui. Est-ce que c'est possible, dans de telles conditions, d'avancer, de poursuivre, de donner une suite à ce qu'on commence? Mais c'est certain qu'au départ, le fameux rapport parent, il y a des choses qui sont encore d'actualité, qui sont souhaitables. Donc, au début, le rapport parent, son but, c'était quand même de rendre l'éducation accessible à tous. Puis, Est-ce qu'on a réussi ça? On a peut-être, on essaie, du moins. Est-ce qu'on l'a réussi? Je n'ose pas trop m'avancer, mais c'est certain que l'égalité des chances qu'on souhaitait à cette époque-là, c'est encore quelque chose qui est souhaité. Mais depuis ce rapport-là, il y a quand même eu des réformes. On a changé parfois des programmes. On a aussi modifié certaines lois. On a rajouté des responsabilités, comme je disais tout à l'heure à l'école. Par exemple, quand il y a un problème, quand on découvre qu'il y a un problème dans la société, souvent on va passer par l'éducation pour le régler, ce qui est tout à fait, une bonne idée au départ. C'est juste que ça vient rajouter. On peut penser, entre autres, pour intervenir contre l'intimidation. Donc, on demande beaucoup aux écoles de mettre en place ce qu'on appelle le plan de lutte. Oui, bien sûr, puisqu'ils passent quand même beaucoup de temps là aussi. Oui. C'est de là que vient l'intimidation. Le plan de lutte contre la violence, ce qui est, encore une fois, l'idée est bonne. Les nouveaux cours sur la sexualité qui s'en viennent. C'est ce que j'allais dire. Donc, ils sont en projet pilote dans 19 écoles. C'est ça. Donc, mais par contre, pour revenir au plan de lutte contre la violence, ça vient avec un très faible budget. On peut penser, par exemple, qu'une école... une école de la grosseur d'une polyvalente environ va recevoir 3 000 $ de budget pour son plan de lutte contre la violence. Donc, ça ne permet pas nécessairement d'engager des gens qui vont venir intervenir
et qui vont... Donc, ceci retombant sur les épaules Ce qui retombe sur les épaules des enseignants mais pas que les enseignants, de toute l'équipe école. Donc, ça, c'est un exemple, le plan de lutte, mais il y a l'éducation sexuelle que j'allais le gouvernement a investi dans un projet pilote pour 2 ans, dans les nouveaux cours sur la sexualité, mais on le sait, par le passé, on investit une somme pour un projet pilote, puis quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On la retire. C'est ça. Et on est... bon, au nom de quoi? Au nom du budget? Au nom de au nom des nom de l'utilité qu'on dit, ça va être les parents qui fassent parce que vous savez, je me questionne parce que proposer des nouveaux cours d'éducation à la sexualité, on ne rentrera pas dans les détails des apprentissages, mais c'est gros. Et là, est-ce que les parents sont inquiets d'ailleurs à savoir est-ce que ça va être bien mené, bien encadré? Oui. Est-ce qu'il va y avoir justement de la prévention? Parce que quand on parle, par exemple, d'agression sexuelle à 6 ans, est-ce qu'il va y avoir un encadrement, un suivi des spécialistes est-ce qu'il va y avoir les ressources nécessaires? Les ressources, voilà. Alors, c'est sûr que c'est beau de faire des réformes et de changer des programmes. Ça peut être très, très positif, entre autres pour l'intimidation. En fait, aussi, je pense que les ministres, étant donné que ça change souvent, devraient peut-être se mettre à écouter davantage, se mettre en mode écoute et à consulter les gens qui sont les principaux acteurs en éducation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, encore une fois, je pense aux enseignants. Soyons clairs. Les enseignants, je pense qu'ils font partie de la solution. Il va falloir les écouter. Mais tout le personnel de l'école aussi qui œuvre auprès des enfants a probablement quelque chose à apporter. Puis, il faudrait qu'on les consulte tout simplement. Oui, parce que, en fait, on peut se poser la question aussi, est-ce que notre système est fait pour plaire aux élèves, c'est-à-dire d'apprendre en jouant, au lieu d'apprendre pour apprendre? Ça peut être numéro 1. Est-ce que c'est fait pour alléger la tâche des enseignants? Attention, sur certains points où on dit, bon, bien, on fait moins de devoirs, etc., donc on nivelle vers le bas. Je sens la soupe bouillir et c'est très bien, nous allons en discuter. Ou bien, il est fait par des fonctionnaires qui ont le mandat de réduire les coûts. Alors, sur ces 3 aspects-là, les élèves, les enseignants. Réduire les coûts. Réduire les coûts, on ne parle que de ça, en fait. Oui. On est dans une période d'austérité, on le sait. C'est très inquiétant, mais ça va coûter plus cher plus tard. Oui. C'est ce qui semble... Oui, parce que la société change rapidement. La société, on est devant de nouveaux besoins. Les nouveaux besoins surgissent. On doit s'adapter à de nouvelles réalités, tant dans nos écoles, des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies. On doit apprendre à innover. L'école va innover. Et là, j'ai l'impression que l'école recule. Et on doit avancer, on doit innover, l'éducation doit reposer sur une vision commune de société. Et ça, là, c'est la base de tout, à mon avis. Pas une école, pas une vision gouvernementale, pas une vision politique pour remplir. C'est un projet de société, comme nous disions d'ailleurs très bien au début de l'émission. On parlait d'un projet de société. Annie avait raison. Écouter les besoins des principaux acteurs. C'est sûr que les enseignants, l'équipe école, même les gestionnaires, les directions, les parents aussi. Quel serait votre mot de la fin, Madame Domingue? Mon mot de la fin, oui. Donc, c'est certain que moi, quand j'ai commencé en enseignement, j'y croyais beaucoup à cette égalité des chances-là pour pouvoir permettre à chaque enfant d'y trouver, d'être heureux puis de bien grandir. Donc, mais pour ça, je sens qu'on a besoin vraiment de plus de services, puis on a besoin d'un réinvestissement en éducation, c'est certain. Et vous, Madame Savard, excusez-moi? L'éducation, c'est bien sûr un fondement de notre édifice social. Okay? C'est vraiment un pilier, ça doit le rester. Et là, j'ai l'impression qu'au lieu de renforcer les fondations, le gouvernement les fragilise. Je m'adresserai aussi aux parents.
bon, être parent engagé dans l'éducation, on le dit, ça commence très tôt. Ça ne veut pas dire de s'impliquer comme je le fais dans les comités, etc. Ça part, à la base, Annie le disait, je reviens là-dessus, écouter son enfant, lui parler, communiquer, être avec lui pendant ses devoirs, pendant l'heure du souper, sans électronique, rien, juste l'écouter. Et peut-être changer le vocabulaire quand on parle de l'éducation. Que ce soit de la part de nos gouvernements, on parle toujours de clientèle. Moi, ça m'agresse. Clientèle, la clientèle, on a l'impression qu'on... Non, mais on a l'impression qu'on est on doit offrir un service à la clientèle. Et même pour les parents, ne pas, par exemple, de se débarrasser des devoirs. Tu sais, changer notre... Être passionné nous-mêmes, aimer, être présent, être là et aimer s'ouvrir, aimer être curieux et le transmettre à nos enfants. Merci énormément. La gratuité scolaire coûterait 3,3 milliards de dollars au Canada. Le revenu des banques canadiennes est de 155 milliards de dollars. Une taxe de 2 % sur le revenu des banques suffirait et ces institutions feraient encore 30 milliards de profits. Tout est une question de priorité. Enrichir les riches ou éduquer nos enfants? J'aimerais citer la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai, jeune militante pour les droits de l'éducation et qui résiste aux talibans, lauréate du prix Nobel de la paix en 2014. Elle dit ceci: « Avec des fusils, on peut tuer les terroristes. Avec l'éducation, on peut tuer le terrorisme. » Voilà, je crois, une piste de réflexion. Nous revenons après la pause avec Martine Desjardins. Martine Desjardins, bonjour. Bonjour. Suite au rapport du Centre sur la productivité et la prospérité coécrit par Robert Gagné, Jonathan Deslauriers et Jonathan Paré, votre collègue au Journal de Montréal, économiste et chroniqueur Léopold Lauzon, se demande si l'éducation n'est pas devenue une usine à fabriquer des travailleurs pour les industries. Est-ce que l'éducation, le système d'éducation ne devrait pas être plutôt un système qui offre une formation générale, qui forme évidemment l'esprit, le raisonnement de l'élève? Tout à fait. Normalement, en fait, le système d'éducation devrait construire des citoyens et non pas nécessairement des travailleurs. Oui, travailler, ça fait partie de la vie, mais normalement, l'éducation, même universitaire, devrait former des citoyens capables de réfléchir, capables d'aller se documenter. Et on le sait, au niveau de l'OCDE, entre autres, on a réalisé que les démocraties, en fait, et les citoyens qui étaient les mieux éduqués faisaient baisser notamment les coûts au niveau de la santé, les coûts au niveau des services sociaux. Pourquoi? Parce que ce sont des citoyens qui ont un plan B. C'est-à-dire, s'ils n'arrivent pas à trouver l'information, ils vont trouver des ressources qui vont leur donner de l'information au lieu, par exemple, d'aller attendre à l'hôpital, dans les salles d'attente pour voir comment régler leurs problèmes. Ils vont aller chercher sur Internet, ils vont faire plein de lectures pour comprendre et ils sont capables d'avoir un système D, ce qui est quand même tout un plus, en fait, pour la société. Mais alors, pourquoi le gouvernement investit-il... il a une priorité sur l'économie et non pas sur l'éducation? Quel est le Bien, en fait, la priorité sur l'économie s'explique peut-être avec le fait que des gouvernements se disent, dans le fond, nous, on va investir sur quelque chose qui va nous permettre d'être réélus. C'est-à-dire, on va promettre des baisses d'impôts, c'est très pratique. On va promettre d'enlever des taxes sur certains éléments ou de taxer plus, dans le fond, certaines attitudes ou comportements qui sont un peu déplorables. Dans le fond, on y va plus sur le fait d'être élu dans 4 ans plutôt que de répondre réellement à la population. En fait, j'ai toujours dit, au niveau de l'éducation au Québec, ça prendrait un grand virage. Ça prendrait vraiment toute une implication, mais ça prend aussi du pouvoir politique. Et malheureusement, les gouvernements utilisent leur pouvoir politique pour se faire réélire et non pas vraiment pour changer puis mettre en place des grands courants ou des grands projets de société. Et en éducation, ça prend des grands projets de société. Et surtout qu'il voit l'éducation comme une dépense et non pas finalement un investissement pour justement développer cette société qui, par la suite, probablement, évidemment, ferait en sorte que l'économie se porterait mieux. Oui, c'est ça, exactement. Une fois qu'on a des gens qui sont éduqués, on le sait, on avait fait d'ailleurs le ratio pour un étudiant universitaire. Je pense qu'il rapportait jusqu'à 3 voire 4 fois, en fait, en termes de taxes que ça
ça pouvait coûter de former un étudiant jusqu'au niveau universitaire. Ça veut dire que pour chaque étudiant qui sortait des universités en 2010, parce que c'était notre niveau d'études, ils retournaient jusqu'à 4 fois, en fait, en termes de taxes et impôts au gouvernement, ce qu'on avait payé pour leurs études. Ça veut dire que c'est très rentable, finalement, d'investir dans l'éducation parce qu'on forme des citoyens, des futurs travailleurs qui vont être capables de retourner. En fait, c'est l'investissement qu'on a fait sur eux. Donc, c'est très rentable. Et même au niveau économique, ce qui semble parler pas mal plus à nos gouvernements, là, en termes de fiches Excel, c'est-à-dire d'addition, de soustraction, c'est rentable, l'éducation. La problématique, c'est d'en convaincre nos dirigeants. Et ça, malheureusement, c'est pas encore demain la veille qu'on va arriver à les convaincre d'investir en éducation parce que pour eux, ils ont besoin de voir des résultats à court terme. Mais un enfant qui rentre en 4e année, à 4 ans, en fait, à la maternelle, ça va y prendre quand même 20 ans avant de ressortir avec un baccalauréat en main ou encore un diplôme professionnel dans les mains. Et donc, ça prend du temps sur l'investissement. Oui, et d'ailleurs, justement, parlons de cette entrée à 4 ans à l'école qu'on veut instituer, je ne sais pas quand, mais probablement prochainement. Est-ce qu'à un moment donné, nos enfants vont-ils avoir encore la chance d'être des enfants ou on les met tout il faut voir, c'est ça. Bien, il faut voir. En fait, l'éducation, pour les maternelles 4 ans, la raison pour laquelle on l'a mis de l'avant, c'est que plusieurs enfants n'ont pas accès, par exemple, au système de CPE. Il ne faut pas oublier qu'au départ, les CPE, c'était pour servir des enfants qui étaient dans des milieux plus défavorisés. On voulait rendre accessibles ces systèmes, et c'est des systèmes aussi qui vont éduquer l'enfant. Donc, l'enfant joue, mais apprend aussi énormément. Mais là, on joue dedans encore, les CPE. Alors, tout à fait. Mais à la maternelle, pour l'instant. C'est ça. Mais à la maternelle 4 ans, c'est encore des jeux des habiletés sociales. C'est un peu comme la maternelle à 5 ans, mais avec des jeunes enfants. Ça a vraiment été adapté, ça a vraiment été pensé pour vraiment suppléer finalement au manque de CPE. J'avais fait une certaine étude, notamment dans certaines régions à Montréal, de certains arrondissements. Prenons par exemple le quartier Saint-Michel, qui est très reconnu pour toute la question des gangs de rue et tout ça. D'un côté, vous avez des gens plus riches, dans le coin de Saint-Léonard, et eux, ils ont une panoplie de CPE. Mais du côté plus pauvre, presque pas de CPE. Ce que ça veut dire que les enfants qui auraient le plus besoin d'apprendre les habiletés sociales, d'apprendre à compter avant même de rentrer à l'école, n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. C'est ça la problématique. C'est pour ça que l'école, avec l'institution des maternelles 4 ans, permet de pallier les problèmes. Ça ne veut pas dire, par contre, que c'est la seule et unique solution. On devrait aussi investir bien en amont, notamment au niveau de la création de CPE. Mais encore une fois, le gouvernement traite les CPE comme un cas complètement à part. Voilà. C'est dans le ministère de la Famille, c'est pas dans le milieu de l'éducation, alors que normalement, tout devrait être lié. J'avais dit dernièrement dans une de mes chroniques, justement, au journal, je disais on devrait créer le ministère du développement. Prendre de l'enfant dès qu'il naît et voir quelle est la progression qu'il pourrait faire jusqu'à l'âge adulte. Et en parlant de développement, ce que ça fait, c'est qu'on ne parle plus, en fait, de travailleurs, de rapports sur investissement. On parle vraiment, à ce moment-là, de voir grandir, en fait, les enfants du Québec. Et je pense que ça serait tellement plus adéquat que de séparer le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation. Et qu'est-ce que vous pensez, Martine, de ce qui se passe en ce moment, de la façon dont le ministère promeut, finalement, l'éducation à partir du secondaire pour contrer le décrochage et qu'on montre maintenant aux jeunes que, s'ils n'arrivent pas à avoir leur diplôme, il y a quand même un DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles, et on leur dit déjà combien ça coûterait s'ils choisissaient tel métier, s'ils étudiaient dans telle discipline, ça pourrait leur rapporter tant, etc. Est-ce qu'on ne joue pas sur des paliers peut-être un peu dangereux où on oublie de dire aux étudiants, on étudie, on forme son cerveau, son jugement, etc. Après, vous ferez des meilleurs choix. Bien, en fait, c'est souvent qu'on leur parle des possibilités rendues au secondaire qui est la problématique. On le sait, là, pour des jeunes, le décrochage se passe en 4e année du primaire. Et donc, dès qu'on intervient au secondaire, qu'on met en place des mesures pour intervenir au secondaire, il est déjà pas mal trop tard. L'enfant, parce que ce sont des enfants quand même en première et deuxième secondaire, là, c'est pas tout à fait des adolescents, mais l'enfant a déjà décidé, en fait, que lui, il allait quitter l'école, qu'il n'aimait pas l'école. Et donc, c'est vraiment au niveau du primaire qu'on devrait investir sur présenter différentes avenues, différentes possibilités, lui faire tester, en fait, différentes possibilités. Ça ne veut pas dire d'automatiquement l'enligner, mais c'est souvent, on va présenter les milieux professionnels comme des milieux par défaut. Vous n'êtes pas assez bon pour aller à l'université? Bien, allez dans les milieux professionnels. Non. Ça devrait être au niveau de nos compétences, nos aptitudes, nos habiletés,
aspiration, en fait, comme personne qui pourrait nous diriger vers un milieu Surtout plus un autre. à cet âge-là, d'ailleurs, ce dont il parle, c'est des métiers pas nécessairement très valorisants. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme image du côté professionnel à nos jeunes? Exactement. On n'a plus non plus tous ces cours qui se donnaient au niveau de la formation professionnelle, au niveau secondaire, qui nous permettaient de comprendre un peu plus qui on était. Parce qu'on n'oublie pas que la transition au niveau du primaire et du secondaire, il y a énormément d'anxiété qui se crée. On le voit de plus en plus chez les jeunes. On commence à se rendre compte que nos jeunes sont plus anxieux que jamais. Bon, il faut être quand même un peu sensible à ce qui se passe et pas juste voir l'éducation comme étant une façon de rentrer dans le crâne de nos élèves, ce qu'ils devraient savoir pour être sûr de bien réussir leur vie. On devrait plutôt les aider à s'outiller pour faire face à la vie. C'est une façon très différente de voir l'éducation. On est moins dans l'utilitarisme, on est beaucoup plus dans le développement et la mise en place, en fait, de moyens de défense. Et c'est beaucoup un système qu'on utilisait notamment au niveau des groupes communautaires. Parce que de plus en plus dans le système d'éducation, les groupes communautaires doivent aussi faire un effort pour essayer d'éviter les problématiques. Moi, je suis la présidente, en fait, du conseil d'administration d'Omega, qui est un organisme communautaire à Blainville, Sainte-Thérèse, qui travaille auprès des jeunes pour l'aide aux devoirs, pour les aider au niveau des habiletés sociales. Et si cet organisme-là n'existait pas, on en perdrait énormément de jeunes dans le milieu scolaire parce qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir les aider à la maison, pour regarder leurs leçons. Ils n'ont pas les ressources pour apprendre l'habileté sociale. Ils n'ont pas les ressources pour se franciser. Parce qu'à la commission scolaire, en fait, il n'y a pas de francisation qui se fait. Tout est donné à ce centre Omega pour pouvoir le faire. Ce qui veut dire que dans le système scolaire, si on regarde juste notre système scolaire et qu'on oublie tout le système en périphérie, notamment les organismes communautaires, bien à ce moment-là, on laisse tomber toute une partie, en fait, des outils qui peuvent nous aider à aider les jeunes. Et le gouvernement sabre gaiement dans justement ces ressources tout à fait, très importantes, tout ces à services fait. communautaires. Les services communautaires, le système d'éducation, on a coupé dans l'aide aux devoirs, on a coupé dans l'achat des livres. Dernièrement, on coupe en disant commission scolaire, mais de toute façon, vous avez trop d'argent. La problématique, c'est que ça prend quelqu'un qui fait la distribution de cet argent-là. Ça reste la commission scolaire. Et si on regarde, par exemple, parce qu'on aime ça se comparer au Québec, regardons ce qui s'est fait au Nouveau-Brunswick. Ils ont coupé les commissions scolaires en 1995. En 1998, ils les remettaient en place. Pourquoi? Parce que les gens ont compris à quoi ça servait. Moi, je me dis, est-ce qu'on est vraiment obligé de tester, comme le Nouveau-Brunswick, l'abolition des commissions scolaires pour se rendre compte 3 ans plus tard que c'est un système qui est nécessaire? C'est une question de réaménager l'administration, tout à fait. Finalement. C'est ça. C'est juste une question de réaménager, d'avoir une vision pour l'éducation qui englobe pas juste l'élève et l'enseignant, mais qui englobe tous les acteurs, les parents aussi. Que fait-on des parents pour vraiment leur faire comprendre ce qui est devenu le système d'éducation? Oui, parce que les parents, évidemment, on en discutait sur le plan du primaire, et même, évidemment, au secondaire, mais particulièrement au primaire, où, évidemment, l'implication des parents est extrêmement importante. Alors, il faudrait quand même vérifier qu'est-ce qu'il en est entre le rôle des parents et le rôle des éducateurs, et nous y reviendrons après la pause dans quelques secondes. De retour avec Martine Desjardins sur le sujet de l'importance des parents au sein de tout le système scolaire, finalement. Oui. On voit ça de quelle façon sur le plan de l'éducation, pour vous, l'importance des enfants? Bien, en fait, l'importance des parents, comme je l'expliquais, c'est toute la question du développement de l'enfant. On se rend compte que les parents qui vont lire à leurs enfants lorsqu'ils sont très jeunes vont faire que l'enfant va être plus à même, en fait, d'apprendre à lire et à écrire aussi plus rapidement. Il va avoir vraiment une pensée qui va se développer plus rapidement. Des parents qui vont les aider aussi à gérer leur anxiété, à gérer leur colère. Ça va faire que leurs enfants vont arriver dans les classes et vont déjà avoir certaines habiletés pour s'auto-réguler. Parce qu'on le sait, une des problématiques, surtout chez les plus jeunes, l'anxiété va se diffuser avec des comportements plus d'agressivité, de colère. Donc, ils vont être pas mal plus physiques au primaire. Au secondaire, c'est pas mal plus au niveau de la dépression, en fait, que ça va se traduire. Mais l'anxiété, on doit apprendre notre enfant à gérer. Et ça, c'est pas juste l'école qui peut le faire, c'est aussi le parent à la maison. Donc, d'être très capable d'appliquer, dans le fond, sa discipline, d'être capable d'appliquer une structure, d'appliquer aussi une certaine routine
surtout lorsque l'enfant est plus jeune, pour lui permettre de comprendre comment aussi à l'école ça fonctionne. Parce qu'à l'école, c'est très routinier. À l'école, on rentre à la même heure, la récréation est à la même heure, on a toujours le même enseignant au primaire, sauf quand on change souvent. Donc, il y a quand même une certaine routine à l'école et on doit être capable aussi de reproduire ça à la maison. Et s'intéresser aux devoirs aussi. Bien, s'intéresser, d'encourager à comprendre que le devoir est important. C'est ça, mais surtout les leçons, parce qu'on sait, les devoirs au niveau du primaire, ça a peu ou pas d'incidence. En fait, le fait d'en faire ou pas, d'en donner ou pas, n'a pas du tout d'incidence sur la capacité de l'enfant de réussir. Ça, c'est vraiment un mythe qu'on aime beaucoup véhiculer dans le milieu de l'éducation, parce qu'on est un peu conservateur. On a toujours donné des leçons et des devoirs. Et donc, même si toute la littérature nous dit qu'on ne devrait pas en donner au niveau du primaire, qu'on devrait leur permettre d'aller jouer à l'extérieur puis d'avoir des leçons, normalement, là, qui ne durent pas plus de 20 minutes. Ah oui, d'accord. Et tu sais, là, j'en vois là, des parents là, qui se tirent les cheveux parce que ça dure 1h45 minutes, c'est trop long. 15-20 minutes, envoyez votre enfant jouer dehors, il va revenir. C'est une façon aussi de gérer un peu ses habiletés à l'école. D'où probablement, évidemment, le paradoxe suivant, c'est-à-dire que le système, on se demande est-ce qu'il est fait pour plaire aux enfants, c'est-à-dire d'apprendre en jouant au lieu d'apprendre pour apprendre, ou est-ce qu'il est fait pour alléger les tâches des enseignants? Alors, d'où probablement votre point où on dit, bon, bien, il y a moins de devoirs, mais il y a une raison au fait qu'il y a peut-être moins de devoirs. C'est que ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien, ça va juste emmener votre enfant à détester l'école. Et donc, c'est comme si on disait à l'enfant, par exemple, la question de donner comme excuse, on va lui faire faire une répétition, en fait, on va lui faire faire une dictée, là, pour le réprimander de son mauvais comportement. Mais dans le fond, ce que vous dites à l'enfant, c'est le comportement est lié au fait d'écrire. Et donc, écrire, c'est mal. Donc, on finit par intérioriser que de faire ce type de répétition. On vient de soulever toute une question à l'intérieur des familles. Non, mais c'est ça. Mais imaginez ce qu'on essaie de faire impliquer. Au lieu de dire, mais écoutez, ton comportement est inadmissible, tu dois le réparer. Donc, il y a une conséquence liée au comportement, mais souvent, on va le lier à des conséquences à l'école. Et ça, c'est bien malheureux parce que, dans le fond, ce qu'on implante dans la tête de l'enfant qui aime l'école, c'est que l'école, là, c'est dur, c'est pénible, ça ne devrait pas être amusant. Alors, à la maison, je pense qu'il va y avoir des réajustements. Je pense que Martine Desjardins vient de soulever quelque chose de très intéressant, parents et enfants. Oui, c'est ça. Les enfants sont-ils à l'écoute? Non, mais c'est important des leçons, il faut le répéter et tout ça, mais il ne faut pas que ça serve à régler des mauvais comportements. Oui. Avec toutes les réformes scolaires qu'il y a eu depuis le rapport parent, où est-ce qu'on en est finalement? D'abord, il y a beaucoup de changements de ministre à l'Éducation, bien sûr. Le 4e en 2 ans, le 24e en 50 ans, nous ont dit nos invités précédemment. Oui. Où est-ce qu'on en est dans les réformes? Bien, en fait, on en est dans une situation où, dans le fond, c'est sur les fonctionnaires du ministère qui gèrent. Parce que les ministres n'ont pas le temps de, premièrement, arriver dans leur ministère. C'est un ministère qui comprend plus de 600 fonctionnaires. C'est immense. C'est un des plus gros ministères. Et vous devez apprendre à gérer, à contrôler l'ensemble des dossiers. Pour vous donner une idée, là, en 2011, on est allé négocier des frais accessoires dans les universités avec les recteurs et les fonctionnaires sans même que la ministre Beauchamp soit au courant parce que elle avait tellement de dossiers. Elle couvrait la prématernelle jusqu'à l'université. Et donc, ça nous a permis d'aller au ministère de l'Éducation, négocier des contrats, alors qu'elle aurait peut-être voulu bloquer, en fait, cette négociation. Donc ça démontre que... ce ministère-là devrait être remanié, finalement. Bien, le ministère devrait être remanié au grand complet. Le ministère devrait être revu en profondeur. Ça ne veut pas dire de faire une table rase. Moi, je ne suis vraiment pas une fan des tables rases. Je pense qu'il faut garder l'expérience. Ceci dit, il faut revoir les programmes. La réforme qu'on a tenté d'implanter au niveau du primaire et du secondaire, on se rend compte que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Premièrement, que les enseignants ne l'appliquent pas, que la formation n'a pas vraiment suivi. Et donc, on se rend compte qu'on l'a un peu imposée, mais finalement qu'elle ne s'est pas imposée d'elle-même. On demande énormément aux enseignants aussi. On demande énormément aux enseignants, aux directions d'école aussi. On demande de créer des projets. On demande de créer des projets écoles, mais avec quel argent, avec quelles ressources? Et donc, il y a énormément de problèmes. Et en plus d'avoir mis la réforme en place, on a intégré massivement des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage ou encore de comportement. Ce faisant, on a créé une pression supplémentaire sur des enseignants qui n'avaient pas de formation. Donc, des enseignants au primaire ou encore au secondaire qui ont suivi leur formation, leur baccalauréat, pas en adaptation scolaire, mais au niveau du régulier, qui se retrouvent avec des classes où le tiers de la classe éprouve des difficultés, soit comportementales ou d'apprentissage majeures. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide supplémentaire, mais les ressources ne sont plus là. Ils sont plus là. Et donc, à ce moment-là, on les a coupés, ou encore, vous avez un psychologue pour 10 écoles.
Et donc, vous voulez qu'il fasse quoi exactement? Il ne peut pas gérer les crises lorsqu'elles arrivent. Et donc, il est souvent en intervention, mais 2 semaines en retard. Donc, ça n'aide pas du tout l'élève. Et le parent doit faire affaire avec l'extérieur pour aider son enfant, ce qui met encore plus de pression sur la cellule familiale. Donc, finalement, ça n'a plus aucun sens, finalement. Non, en fait, le ministère de l'Éducation n'est pas du tout dans la réalité. Il est seulement dans la théorie, dans les fondements de l'éducation, et il ne les remet plus en cause. C'est un milieu qui est très conservateur, le milieu de l'éducation, et c'est un milieu qui a beaucoup de difficultés à changer. Et quand on regarde, ne serait-ce que ce qui a été dit par Claude Lessard, qui est le président du Conseil de l'éducation, en fait, ce qu'il a regardé, lui, dans les dernières années, c'est qu'il y a plein de milieux. Par exemple, la dernière réforme en éducation des adultes, 99. Alors qu'on a plein de jeunes qui décrochent, qui raccrochent au système de l'éducation, aux éducations aux adultes, qui sont plus... Les références ne sont pas à jour, absolument. Donc, c'est une horreur. Mais pourquoi le ministre de l'Éducation ne s'attaque pas à la question de l'éducation aux adultes? Mais parce qu'il n'a pas le temps. Le temps qu'il gère l'ensemble des dossiers au primaire, au secondaire, rendu aux adultes, il est déjà en train de changer, en train de se faire envoyer dans un autre ministère. Et donc, c'est les fonctionnaires qui gèrent l'éducation au Québec. Et ça, c'est une problématique. Alors, c'est une question à laquelle il va falloir revenir très oui, sérieusement, Martine. Certainement. Je vous invite à revenir d'ailleurs sur ce plateau. Avec grand plaisir. Nous en ferons une émission. À la suite des manifestations des Carrés Rouges, est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations pour la cause que vous avez brandie à bout de bras? Oui, tout à fait. En fait, il y en a eu plusieurs. C'est dommage parce que les gens le disent, bon, mais ça ne servait à rien, tout ça, tout est tombé, mais c'est pas vrai. Premièrement, il n'y a pas eu la hausse de 75 %. Oui. Bon, déjà. Ensuite, on a enlevé la loi 78 là, qui empêchait des manifestations, mobilisations. Donc, ça a été retranché. Mais par la suite, il y a eu le sommet sur l'éducation. Et du sommet sur l'éducation, ce qui en est ressorti, c'est des investissements majeurs, massifs. Juste dans la dernière année, 60 millions supplémentaires pour l'aide financière aux études. Ça, c'est pas grâce au gouvernement Couillard. Okay. C'est grâce en 2013, on a négocié, en fait, des transferts des crédits d'impôt qui servaient majoritairement aux enfants qui venaient de familles plus favorisées. On les a mis pour des bourses pour les plus jeunes, pas pour les plus jeunes, mais pour ceux dont les familles sont moins favorisées. Et donc, ça leur permet à eux de faire diminuer la pression, en fait, au niveau financier sur leurs études. Dans le fond, c'est des bourses qui payent leurs études. C'est drôle parce que on voyait dernièrement que l'Ontario avait fait un peu la même chose. Et on a dit des Ontariens, ils ont mis la gratuité scolaire pour ceux dont le revenu familial est moins de 83 000. C'est exactement la même chose qu'on a négocié au Québec. Mais nous, on disait, les étudiants se sont fait avoir. Bien au contraire. Bien au contraire. On a réussi à investir 150 millions de dollars sur 5 ans dans l'aide financière aux études. C'est majeur. C'est massif. Et ça permet aux étudiants qui proviennent de milieux qui ne pourraient pas se permettre les études universitaires. On parle bien d'université ici. C'est ça. Qui ne pourraient pas se permettre de payer des études universitaires, d'aller gagner, en fait, des bourses pour pouvoir investir. Et ça, je pense que ça permet justement à ces familles de dire, si mon enfant a les capacités de le faire, il pourra le faire. Oui. Donc, c'est des avancées majeures, en fait. Ça donne de l'espoir aussi à nos jeunes de savoir qu'ils peuvent aller plus loin et qu'ils ne seront pas... Tout à fait. Mais il y a énormément, évidemment, de dossiers qui sont tombés, évidemment, avec le fait que, le gouvernement Marois a duré 18 mois. Donc, évidemment, il y a plusieurs dossiers, ne serait-ce que la Commission d'évaluation des universités du Québec, qui avait été poussée. On voulait faire une commission d'évaluation pour être capable de vraiment, assurer une bonne gestion, une bonne gouvernance de nos universités. Et on voit là, le fait qu'on ne les gère pas, qu'on n'est pas capable de comprendre où va l'argent. Ils donnent là, des bonis, des bourses à leurs dirigeants universitaires. Ça se compte par millions de dollars. Et on continue de dire qu'il faut réinvestir dans le système d'éducation, ne serait-ce qu'au niveau universitaire, au niveau des cégeps. Si on prenait une partie de leurs revenus, de leur surplus qui se servent eux-mêmes dans les poches, bien, ça nous permettrait de réinvestir. Malheureusement, c'est un des dossiers qui était porté à l'époque, en 2013, et qui est complètement tombé dans l'oubli. Puis le gouvernement libéral actuel n'a aucune intention, en fait, de le remettre de l'avant. C'est bien dommage, parce que ça lui servirait. Et toute cette... ce qui s'est passé dernièrement de tripler les frais de scolarité des étudiants étrangers. Tout à fait. Ça fait partie... Ça aide, ça? Non, ça n'aide pas du tout, en fait. Et on se rend compte que plusieurs milieux, le fait de tripler, par exemple, ils en font l'étudiant français qui se disait, je vais aller au Québec parce que c'est moins cher, mais va peut-être décider d'aller en Ontario, décider
décidé d'aller en Alberta, parce qu'à ce moment-là, les coûts sont exactement les mêmes, donc pourquoi venir au Québec? Et donc, ça met encore plus de pression sur notre système universitaire puis notre système d'accueil pour les étudiants étrangers. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Avec grand Martine plaisir. Desjardins, on aimerait beaucoup vous accueillir pour poursuivre la conversation. C'est sur ces paroles que nous terminerons la 3e édition de l'émission À vous la parole. J'espère que nous avons su soulever en vous une sérieuse réflexion sur ce sujet qui mérite toute l'attention de nos gouvernements qui, nous le souhaitons, mettront ce projet de société au sein de leurs plus importantes préoccupations. Parce que le sujet ne manque pas d'intérêt, nous poursuivrons la discussion le mois prochain sur une autre tangente qui est celle de se demander à quoi devrait ressembler notre système d'éducation et quelle approche devrait-on privilégier afin qu'il soit profitable à notre société et qu'il mette en priorité l'élève et son développement. N'oubliez pas que si vous désirez partager votre opinion, faire des commentaires ou apporter des suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée à l'écran. Merci à mes invités pour leur précieuse participation et merci à vous, cher public, d'avoir été des nôtres. À la prochaine!